Salut tout le monde. Il m'a très bien introduit, en fait. Je faisais la petite intro. Je suis ingénieur de formation de l'ETS en génie de la production automatisée. Ensuite, devenu directeur des ventes pour une compagnie d'automatisation. Ça a été mes premiers échecs de vente ont été là. Je me faisais dire beaucoup plus souvent non que oui à cette étape-là. Ce qui est très dur en vente parce que quand tu es ingénieur, tu apprends à faire des choses parfaites. Puis en vente, tout est imparfait. Ensuite, je suis devenu consultant. J'ai joint une start-up pour les aider à commercialiser leurs produits en Amérique du Nord. Il y a un produit qui a bien fonctionné, qui roule encore d'ailleurs. Puis les 3 autres, ça a été des échecs monumentaux. Puis c'est un peu ce qui nous a poussé, moi et Sébastien, à cofonder ton équipier. Si jamais vous voulez avoir la présentation, soit dit en passant, envoyez-nous un petit courriel, ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer. Ça va être plus simple que de prendre des photos ou de lever vos iPads comme ça dans les heures. Donc, je pars de ça. Une startup sur 2 va développer un produit que personne ne veut. Fait que, grosso modo, il y a sûrement des startups dans la salle. Je ne vous le souhaite pas, mais les statistiques montrent qu'il y en a une sur 2 qui vont développer un produit qui est super cool, mais que vous n'êtes juste pas capable de trouver des clients pour. Typiquement, pourquoi? C'est parce qu'on développe le produit en amont, puis on essaie de pousser le produit sur le marché, puis on cherche des clients après. Ce qui n'est pas la façon que nous, on a voulu faire quand on a lancé notre entreprise. Fait que je vous parlais de notre échec tantôt. C'est comme ça qu'on l'a appris. Qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment rater notre coup avec les produits dans la start-up d'électronique? On faisait le produit d'automatisation pour les camions citernes. Un des produits qu'on a lancé, c'était un level monitoring. Donc, on venait monitorer le niveau de la citerne. On avait regardé des gars, on avait observé des gars sur le terrain. Les gars, ils venaient tremper des règles dans la citerne. On capotait, ils trempaient des règles en bois dans du fioul. Ça n'avait pas de sens. Risque de contamination, CSST. Écoute, il y avait plein de problèmes là-dedans qu'on voyait. Fait qu'on s'est dit, crime, on va amener de l'automatisation là-dedans. Moi, je venais du monde de l'automatisation, donc on a amené un level sensor, des afficheurs, tout plein de beaux trucs pour automatiser. Ça marchait top-notch, c'était ultra précis. Ça limitait les risques de déversement, ça limitait les problèmes de CSST, des gens qui pouvaient tomber en bas des camions citernes. Donc, on a développé le produit pendant quelques mois et on est arrivé à la commercialisation. On a essayé de la vendre, puis personne n'en voulait. C'est aussi simple que ça, personne n'en voulait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les déversements n'arrivent pas si souvent que ça. Puis à la limite, s'il y a un déversement puis tu es tout seul dans un champ, tout bad. Ça paraîtra pas tant que ça. Ensuite, la plupart des gens, ils montaient sur le camion de citerne une fois de temps en temps. Fait qu'ils venaient pas tant que ça monter sur le camion citerne. Puis ce qu'on a appris après, c'est que le fuel, c'était réglementé. Fait qu'ils savaient très bien ce qui rentrait puis ils savaient très bien ce qui sortait. Puis entre les deux, ils s'en sacraient. Ça faisait partie des pets normales. Puis il n'y en avait pas assez pour qu'il y ait besoin vraiment de le tracker comme du monde. Fait que ça a été quoi? Ça a été un giga échec de commercialisation qu'on a eu. On se trouvait super intelligent, mais ce qu'on s'est rendu compte en post-mortem de ce projet-là puis des autres échecs qu'on a eus, c'est qu'on avait observé un petit peu de clients, on avait jasé avec des clients au début, donc vraiment au stade de la découverte. Après ça, quand on s'était mis à développer le produit, on est retourné dans notre lab, on a développé, on était ultra intelligent, on était un peu cocky. Puis on s'est mis à développer le produit. Puis ensuite, on est revenu sur le marché, on a essayé de le vendre, puis ça n'a pas marché, puis ça a été, comme je disais, l'échec monumental. Donc, comment qu'on peut éviter ça? Qu'est-ce que nous, on a décidé de faire suite à ça? On s'est rendu compte qu'on avait oublié les clients. On avait vraiment oublié les clients dans le développement de notre produit. Donc, on s'est dit, il faudrait tester avec plus de clients. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Je suis certain que vous avez déjà vu ce book-là. J'ai l'impression de me répéter au bout parce qu'il y a plein d'autres mondes qui en ont parlé ici pendant les conférences. La Lean Startup est une méthode qui permet d'aller tester sur le terrain avec des clients, entre autres. Donc, de faire des petits tests pour aller tester vos hypothèses sur le terrain le plus rapidement possible puis vous permettre de pivoter si vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est quoi les objectifs que nous, on voulait atteindre avec ça? C'était de réduire le risque. Réduire le risque, quoi? Réduire le risque financier, réduire le risque de se planter au niveau de la commercialisation, réduire le risque de s'éloigner de notre client au fur et à mesure qu'on développait notre produit. Le deuxième, c'était vraiment de travailler plus intelligemment. Je suis ingénieur de formation, là, tout se fait en ingénierie, ce n'est pas un problème. Là. Si vous avez les ressources et l'argent, vous pouvez bâtir n'importe quoi. C'est pas ça la question. C'est pas est-ce que vous êtes capable de travailler fort pour le faire, c'est est-ce que quelqu'un le veut, puis est-ce que vous devez travailler pour le faire. C'est vraiment ça la question. Donc, work smarter, not harder. Puis le troisième, le terme qui est, je trouve, le plus galvaudé ces temps-ci, mais le MVP. Le fameux MVP qui est, soit dit en passant, le produit que vos clients vont acheter et non le MVP que vous décidez. Ce n'est pas la personne qui fait le produit qui détermine de son MVP. C'est ce que le client veut acheter sur le terrain. Mais de faire la Lean Startup, ça nous a permis de faire ça. Puis où est-ce qu'on peut trouver ces réponses-là?
Steve Blank, quand il a fait le Customer Development, il l'a dit d'une façon très simple. Get out of the building. Allez parler à du monde tout le temps. Du début de l'idéation jusqu'à la commercialisation. La minute que vous oubliez de parler à vos clients, la minute que vous vous éloignez de ces gens-là, vous commencez à stagner puis vous risquez de vous enligner dans le mur éventuellement. Cette photo-là, elle nous parle beaucoup. On l'a même imprimée puis on l'a mis en haut de notre switch de lumière du bureau. Fait comme ça, à chaque fois qu'on sort puis qu'on rentre dans le bureau, on se rappelle qu'il ne faut pas rester là trop longtemps. Puis quand est-ce qu'il faut le faire? Quand est-ce qu'il faut parler aux clients? Il y a souvent beaucoup de monde qui me parle quand ils sont au niveau de l'idéation. Des fois, il y a des gens qui ont peur de parler à leurs clients, ont peur de se faire voler leur idée. Ou ils se disent « mon produit n'est pas prêt, il n'est pas parfait, je ne pense pas que je suis rendu prêt à aller le montrer sur le marché ». C'est pas compliqué, là. Il faut parler aux clients tout le temps, non-stop, non-stop. Plus vous les impliquez dans votre processus d'idéation, plus vous les impliquez dans votre processus de développement, plus vous les impliquez dans le processus de pré-commercialisation, plus vous risquez de vous aligner dans la bonne direction. Parce que c'est eux autres qui vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il n'y a personne qui sait ce que ces gens-là ont besoin plus que la personne qui va l'acheter. Donc, le Customer Development, c'est la méthode que nous, on a utilisée suite à ces échecs-là pour venir tester nos hypothèses. Il y avait quatre grandes questions qu'on voulait se poser au début quand on a lancé notre projet. C'est est-ce qu'on comprenait bien la problématique des gens? Est-ce qu'on proposait le bon produit ou le bon service? Est-ce que les gens étaient prêts à l'acheter parce que notre modèle d'affaires était viable? Certains de nos produits dans l'autre start-up, on les a amenés à commercialiser, puis on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas très bien compris la problématique des gens. C'est pour ça que ça a été des échecs. Puis le produit qui a le plus fonctionné, sans qu'on s'en rende compte, on avait ciblé une problématique qui était réelle, puis les ventes continuent à se faire aujourd'hui, même si on ne s'occupe pratiquement plus de la start-up. Il y a encore des ventes qui rentrent, puis ça continue à rouler. Donc, comment on a voulu tester ce truc-là? Bien, une des raisons pour qu'on a lancé cette entreprise-là, ton équipier, ça a été pour tester à fond le Lean Startup et le Customer Development, parce qu'on ne l'avait jamais vraiment fait. Fait qu'on s'est dit, c'est beau sur papier, là, c'est cool, là, mais comment que ça se traduit réellement dans la vraie vie? Là? Comment qu'on peut aller parler à du monde et développer quelque chose pour eux autres? Fait qu'on a décidé de lancer une business. Au début, ça n'avait pas de nom, on ne savait même pas c'était quoi. On s'est juste mis à parler à du monde, on n'avait pas de business, pas de site web, pas de carte d'affaires, pas de logo, on n'avait rien. On n'avait même pas de nom au début. Dans les premiers 6 mois, là, on ne savait même pas comment on allait s'appeler. Fait qu'on est juste parti, puis on a été parler à des gens. Qu'est-ce qu'on voulait savoir au début, dans les premiers mois? Bien, est-ce qu'on comprend bien le problème que nos amis entrepreneurs y vivent? Comment on a fait ça? Bien, on avait des hypothèses. On se disait, est-ce que c'est au niveau de l'innovation, de la commercialisation? Est-ce que c'est au niveau du financement que les gens ont de la difficulté? Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a sondé notre réseau d'entrepreneurs proches. Pas des amis à nous nécessairement, mais des entrepreneurs qui venaient de l'école, des entrepreneurs qu'on avait croisés dans d'autres business. On a envoyé un sondage en ligne. On a été faire des entrevues terrain, vraiment poussées avec des amis entrepreneurs. Puis on leur a posé des questions. Puis ce qui en est ressorti, c'est que la commercialisation, c'était problématique chez ces entrepreneurs-là. Donc on avait ciblé une problématique. Mais là, maintenant, on n'avait toujours pas de solution. Ça, on était à peu près dans les 6 premiers mois. Là. Fait que là, je vous remets encore en contexte. Les 6 premiers mois, je sais qu'il y a une problématique en commercialisation, mais j'ai toujours pas de business, j'ai pas de nom, j'ai pas de carte d'affaires, j'ai pas de site web, j'ai pas de compte en banque, j'ai rien. Je me promène puis je parle à du monde. Fait qu'on est retourné voir ces gens-là. Puis là, on leur a dit, bon, on comprend que la commercialisation, c'est problématique pour vous, mais qu'est-ce que vous avez besoin exactement? C'est quoi la solution que ça vous prend pour qu'on vous aide? Fait que là, on a dit, c'est-tu du coaching, c'est-tu du conseil, c'est-tu du contenu, c'est-tu des blogs, c'est-tu des vidéos, c'est-tu de la stratégie, c'est-tu de l'exécution, c'est quoi exactement? Puis là, à force de parler à des gens, il y en a qui nous ont dit, on sait quoi faire, tout le monde nous le dit, la théorie est là, ce qu'on fait juste pas, c'est qu'on n'est pas capable d'aller le faire. Pourquoi? Parce qu'on est gêné, parce qu'on manque de temps, parce qu'on manque de ressources, parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on n'a jamais commercialisé. Fait qu'on leur a dit, aux 3 premières personnes qui ont payé, est-ce que ça vous tente qu'on le fasse pour vous autres? Tout simplement. Puis les gens ont dit oui, puis ils nous ont donné de l'argent. Fait que petite anecdote, j'étais arrivé au bureau, j'avais un chèque en main, j'ai dit à Seb, il faudrait qu'on trouve un compte de banque. Parce que là, il faut qu'on dépose de l'argent. Puis là, à ce moment-là, notre nom d'entreprise avait été décidé, on avait réservé le domaine, on n'avait pas trop de... Je pense qu'on n'avait pas de site web encore, mais on avait un premier client, puis dans les 3 mois qui ont suivi, on a eu 3 premiers projets pilotes. Donc, on avait découvert quelque chose que les gens étaient prêts à payer pour. Les gens, il y avait des problèmes de commercialisation, puis ils voulaient qu'on les aide, mais ils voulaient qu'on aille le faire qu'eux autres sur le terrain. Là, c'est cool, on a 3 clients, mais ce n'est pas une business encore, parce qu'il n'y a rien de répétable là-dedans. Donc, ce qu'on a commencé à faire à ce moment-là, c'est qu'on a accéléré un peu la cadence, puis on a essayé de répéter cette recette-là. Pour voir quoi? Pour savoir si le marché était réceptif à ça. Est-ce que les gens étaient prêts à acheter de façon répétée ce produit-là ou ce service-là? Donc, on a proposé différentes formules pour y arriver. Puis, à spinner là-dedans, à roder là-dedans, on a réussi à avoir une dizaine de projets, qui étaient encore pour nous des projets pilotes, parce qu'on explorait un petit peu notre façon de faire.
Puis ce qui en est ressorti, c'est que les gens aimaient bien, surtout dans les startups, ils aimaient bien qu'on fasse des projets sous forme d'accompagnement mensuel, avec une facturation par mois, puis on étirait nos trucs. Puis en tout cas, ça fitait bien avec la philosophie des startups. Ils étaient à l'aise là-dedans, puis ça rentrait bien là-dedans, puis on a eu une dizaine de clients à ce moment-là. Encore là, 10 clients, pour nous, c'était pas assez. Ça ne prouvait pas qu'on était viable. On ne se payait pas tant que ça encore à ce moment-là, si je ne me trompe pas. On réinjectait énormément d'argent dans la business pour essayer de la faire grandir. Puis on était rendu à 1 an après l'idéation, puis à peu près 6 mois après la fondation de l'entreprise. Là, on voulait voir si le modèle d'affaires était viable. Comment on a fait ça? Bien, ça, on a pris nos hypothèses qui semblaient fonctionner le plus, puis là, on a vraiment ouvert plus la machine. Fait que là, on a été voir, faire de l'acquisition de clientèle répétée. Fait qu'on a répété, on a été voir beaucoup de gens, on a parlé à du monde, puis là, on a réussi à répéter cette recette-là, puis à rouler plusieurs projets. Puis, qu'est-ce que ça nous a permis de faire à ce moment-là? Bien, c'est de confirmer, à peu près 18 mois après le début du lancement de notre entreprise, que notre business était viable. Puis, il arrive quoi à partir de là? C'est-tu fini? Non, c'est jamais fini. Si vous lancez en entrepreneuriat en pensant qu'un jour ça va être stable, sortez de là. C'est la pire fausseté qui existe. C'est jamais stable, l'entrepreneuriat. Fait que c'est quoi que nous, on fait actuellement aujourd'hui, dans le contexte que je viens de vous expliquer? Mais là, c'est vraiment de tester, est-ce que cette recette-là est répétable à grande échelle? Puis est-ce qu'on peut accentuer les efforts dans un marché X, puis est-ce que ça va donner de plus en plus de résultats? Puis comment on fait ça? Bien, on a engagé des employés. On a réussi à se bootstrapper assez pour avoir des fonds pour engager des employés, engager des stagiaires, faire répéter cette recette-là par d'autres gens. Exécuter notre technique, ton équipier, mais pas par les fondateurs, mais par d'autres personnes. Puis c'est vraiment là qu'on est en train de tester pour savoir, d'ici la fin 2019, notre go, no go, c'est de dire est-ce que c'est une business pour deux ou c'est une business qui peut scaler up en service. Fait que c'est ça notre test que nous, on est en train d'exécuter actuellement cette année. Donc, on est rendu à plus que 18 mois après le lancement d'entreprise. On est vraiment rendu en création de clientèle de notre côté, puis on est en train de scaler up l'exécution de nos projets. Donc, tout ça, ça nous a permis de confirmer quoi? Bien, ça nous a permis de confirmer que quand on allait parler à nos clients, quand on allait leur montrer cette recette-là, on allait être confiant qu'on ne sonnerait pas, qu'on ne serait pas phony. Pourquoi? Parce qu'on l'a testé. Fait que le Lean Startup et le Customer Development, si vous êtes à l'écoute de vos clients, c'est une belle façon de s'assurer de mettre le client au centre du développement de votre entreprise. Fait que ces méthodologies-là, on y croit. On y croit, on l'a testé, puis on en a fait notre propre recette de commercialisation. Fait qu'on s'est inspiré de plein de méthodes qui existent sur le marché, mais on a créé notre propre recette qui permet de s'assurer de dérisquer à chacune des étapes de la pré-commercialisation de votre produit les chunks d'argent ou d'efforts ou d'énergie que vous allez mettre dans le développement de votre produit, dans le développement de votre clientèle pour s'assurer que vous vous dirigez toujours dans la bonne direction. On l'a testé, cette recette-là. De l'idéation jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé, comme je dis, à peu près 18 mois. Notre entreprise elle a été créée à peu près 6 mois après l'idéation. Puis toutes ces étapes-là, on les a passées. Puis vous savez quoi, dernièrement, on a fait, on est à la moitié de notre année fiscale actuellement, puis on a fait un petit, à chaque 3 mois, à chaque trimestre, on se fait une petite pause. Puis on s'est rendu compte que pour certaines cibles qu'on avait, la problématique, on n'était pas sûr de l'avoir bien saisie finalement. Fait que là, cette recette-là, on a commencé à la segmenter en différentes cibles puis en différentes offres de services. Fait qu'on a fait plusieurs lignes comme ça. Puis là, il y en a qu'on a reculé là-dedans pour aller retester des problématiques parce qu'on n'est pas certain qu'on avait bien ciblé les problématiques pour certaines cibles. Ça fonctionne, cette recette-là. Pourquoi je suis confiant de vous dire que ça fonctionne? C'est parce que moi, je l'ai exécuté. Je suis passé en 18 mois de 0 projet, 0 client, 0 employés à 55 projets, 37 clients puis 8 employés. Puis j'en vis aujourd'hui. Mon entreprise est rentable, je suis capable de réinjecter de l'argent dans ma business. Ça veut-tu dire que c'est la finalité puis je vais runner de même toute ma vie? Ben non, on va continuer à explorer, on va continuer à itérer là-dedans. Mais ça peut fonctionner. Si vous mettez vraiment le client au centre de votre business, ça peut fonctionner. Cette recette-là, pas moi qui vous la donne, elle existe. À la limite, si vous ne connaissez pas les sources, allez voir sur notre site web, tout est là. Mais j'étais à plein de conférences ici depuis les 2 derniers jours, puis tout le monde en parle. Tout le monde parle de ça, que ce soit dans la go-to-market strategy, que ce soit dans le product development, dans le MVP, dans le product market fit. Tout le monde dit la même affaire. Mais pourquoi les stats sont encore à 1 sur 2? Pourquoi il y a encore 80% des startups qui meurent en dedans de 5 ans? Mais moi, ce que j'observe, c'est parce qu'il y a encore des gens qui ne la mettent pas assez en application. Fait que faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. C'est pas compliqué. Il faut juste parler à son client et l'écouter. C'est la seule chose qu'il faut faire.
Fait que je suis curieux. Je voulais pas aller trop longtemps dans la théorie parce que j'avais le goût d'essayer de discuter avec vous. Je trouve ça plate quand il y a juste une personne qui parle en avant. Fait que je vais avoir besoin de votre participation. Qui a une start-up? Il y en a une dizaine peut-être. Qui commercialise son produit? Donc, commercialise, là, juste pour être sûr qu'on se comprenne, là, ça veut dire qu'il y a des clients qui vous ont donné de l'argent. OK, parfait. Les gens qui avaient la main dans les airs, j'aimerais ça savoir comment vous avez parlé à vos clients pour vous assurer que votre produit ou votre service, je ne vous connais pas, était le plus possible target avec l'offre de service que vous alliez donner. Tout à l'heure, à vouloir participer, vas-y. En fait, ça a commencé avec les clients parce que quand j'ai eu envie de me lancer, je me suis demandé pourquoi les gens viennent me voir. Fait que au fond, les gens venaient souvent me voir pour avoir de l'aide pour écrire. Je suis en communication. Puis, la chose pour laquelle les gens me demandaient le plus de l'aide, c'était écrire des applications pour des bourses ou des subventions, fait que pour recevoir du financement. Puis, à force de le faire, j'ai fini par me dire, crème, je vais faire payer les gens pour le faire. Mais là, je savais qu'il y avait vraiment un besoin. Fait que j'ai donné une première formation, puis une autre, puis finalement, mon taux de conversion en client est presque de 50 % à chaque fois que je donne une formation. Fait que je pense que c'est vraiment parce qu'il y a un besoin. Fait qu'au lieu de commencer avec mon idée, j'ai commencé avec ce que les clients me demandaient. Fait qu'effectivement, je pense que le taux de conversion a prouvé que le besoin était là. Fait que t'as pas essayé de vendre un service, tu t'es fait poser la question, puis tu t'es dit, il y a peut-être une opportunité de vendre quelque chose là-dedans. Je me faisais demander pour mes services, puis j'étais tannée de faire du bénévolat. Fait que j'ai décidé de faire une entreprise avec ça. C'est pas mauvais. Ouais. Je suis curieux, ça t'a pris combien de demandes avant que tu transformes ça en entreprise? Avant que tu le vendes, mettons? J'enseigne aussi, j'enseigne la communication aussi. Fait que, je fais du tutorat, du one-on-one. Fait que, je vois des étudiants toujours. Fait que, c'est... Mettons dans le milieu business, là, B2B, là, si on parle pas d'application pour l'université, je dirais peut-être 4-5, où est-ce que j'ai vu que j'étais vraiment capable de faire des résultats, mais j'ai aidé déjà des centaines de milliers d'étudiants. Fait que, mais dans le B2B, je me suis rendu compte que finalement, j'avais des bons conseils à donner. Cool. Quelqu'un d'autre? Il y avait d'autres gens qui avaient la main levée dans les airs? Merci. En fait, moi, je suis producteur agricole. Je produis des fines herbes sur les principes de l'agriculture verticale à l'intérieur des bâtiments. Puis tant qu'à vendre des fines herbes, je voulais qu'elles soient vivantes. Fait que j'ai développé un petit tube que les gens pouvaient conserver à la maison, les plantes, pour me rendre compte que finalement, les gens ne voulaient pas nécessairement mon tube. Ils pouvaient les mettre dans un verre d'eau. Il y en a qui voulaient des murs végétaux. Fait qu'au lieu, j'ai fait un pivot, ça fait pas tellement longtemps, de dire, je vais arrêter de, moi, développer quelque chose pour leur vendre, mais plus, qu'est-ce que vous voulez? Je vais adapter mon produit à ce que vous voulez, en fait. Comment tu as fait pour écouter tes clients par rapport à ça? J'ai bien vu qu'il n'y avait pas de récurrence. Les gens l'achetaient, mais c'était pas... tout le monde trouvait ça super cool. Tout le monde voulait avoir des fines herbes à la maison, mais il n'y avait pas la récurrence. Fait qu'il y en a qui m'ont dit, moi, je veux un mur végétal. T'en fais-tu? J'en faisais pas. J'ai dit oui. J'en ai fait un. Puis elle a trippé au bout. Fait que c'est vers ça un peu que je vais aller, à dire, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas te faire un truc clé en main, mais je vais te l'adapter à tes besoins, puis c'est vers ça que je veux m'en aller, en fait. Ça faisait combien de temps que tu avais lancé ton bidule pour faire vivre les... Mettons 1 an, mais avec ça, j'ai eu 2 enfants. Ça fait pas longtemps que j'ai parti, puis j'ai tout développé, fait que ça a été... c'était à temps partiel que je développais ça. Je comprends. Mais 6 mois, 1 an, là, que je l'ai développé, c'est de le mettre en marché, puis que les gens, c'était les plantes qui voulaient, pas le bidule. Fait que tu as exploré quand même pendant 6-12 mois, mettons, là. Oui. Avant d'avoir ce feedback-là de tes C'est ça, clients. ça m'a pris le bilan d'1 an, puis de dire, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai beaucoup travaillé sur la production, qui était le main de la business. Cool, merci. Quelqu'un d'autre? Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui... Yes, merci. Ça prend des premiers, oui. Moi, j'avais comme une question. En fait, vas-y. je me demandais dans votre business, quand vient le temps de confirmer un produit, confirmer des idées, faire des recherches, j'ai l'impression que tu peux demander à un paquet de monde, puis tu vas pouvoir les convaincre, tu vas pouvoir avoir du feedback. Mais est-ce que ce feedback-là, ça vaudra jamais autant qu'une vente? Là? Comment faire la part des choses entre les deux? Savoir, oui, ils m'ont dit qu'ils trouvent que mon projet est bien beau et que c'est un super produit, mais comment savoir si ça va se tourner en vente un jour? Là? Oui, tu développes quoi exactement, juste pour que je me mette en contexte? Moi, c'est une épicerie.
OK. Je suis moins connaissant dans ce domaine-là. Mais mettons, là, nos clients, là, que ça prend... Tu sais, j'ai des clients qui font de la deep tech. Là, okay? Ça veut dire que ça prend énormément de temps avant de se rendre au produit final. Puis ils se font backer par du financement. Mais leurs actionnaires, ils demandent d'avoir des preuves de traction de marché quand même. OK? Fait que c'est pas une vente encore parce que le produit n'est pas prêt. Mais ils veulent quand même savoir que le marché il a besoin de ce produit-là. OK? Fait que c'est le sondage, c'est de la recherche. Exact. On a commencé en faisant un soft launch. Mettons, la première étape qu'on a faite avec eux autres, on a fait un genre de soft launch privé du produit qui était / prototype. Là. Puis ce qu'on a réussi à aller faire à ce moment-là, dans le fond, c'est qu'on a fait du bruit alentour de ça pour amener des clients, amener des investisseurs, amener des médias. Puis notre call to action pour aller prouver une certaine traction, c'était de faire des lettres d'intention. Okay? Fait qu'on a été signé de lettres d'intention. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une lettre d'intention, c'est de dire, grosso modo, je suis game de t'acheter ça si tu atteins tel feature, puis je vais te le payer 50$, mais ça l'engage à rien. Là, c'est très easygoing là, comme convention. C'est plus juste pour amener une certaine preuve de traction du produit. Fait que ça, on a fait ça. On a été chercher des lettres d'intention. Très loin encore de développer le produit. Cette étape-là, ça fait plus qu'1 an qu'on l'a passé avec ces gens-là. Okay? On avait été chercher, mettons, une dizaine de lettres d'intention. Fait que ça confirmait quoi? Ça confirmait, il avait été chercher des stats sur le marché. Il savait dans quelle direction il s'en allait. Il savait qu'il y avait un marché potentiel. Mais là, on avait discuté concrètement avec des clients potentiels, face à face, qui nous disaient leur réalité, qu'on a notée. Puis là, on amenait puis on disait, mais regarde, voici on a montré ça aux actionnaires après, à leurs actionnaires, voici 10 cas concrets de gens qui seraient prêts à acheter le produit à ce montant-là, dans cette situation-là, si on atteint ces spécifications-là. Fait que ça a été la première étape. Okay? La deuxième étape, on a continué à avancer. On a été faire un trade show, même si le produit n'était pas prêt encore. Il était presque proche de pouvoir être un prototype, mettons. Puis l'objectif du trade show encore là, c'était pas tant de vendre encore, mais c'était d'aller récolter du feedback sur le terrain. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on avait commencé à qualifier c'était qui le client cible pour lui, ce qu'on appelle là, des marketing qualified leads dans le fond. Fait que c'est très, très high level comme ciblage. Mais on a été dans un trade show et on a dit on pense qu'on va rencontrer, mettons, 500 personnes, puis combien qu'on va en récolter de potentiels marketing qualified leads. Puis on a été au trade show pour faire juste ce job-là, dans le fond. Fait que oui, on récoltait des leads potentiels, mais on leur disait tout, on n'est pas prêt à vendre encore. T'sais. Mais pourquoi vous êtes ici? Ben, on prépare notre entrée aux États-Unis, puis blabla. T'sais. Puis là, on est ressorti de là, puis on avait, mettons, sur une centaine de rencontres, on avait à peu près 25 qu'on avait qualifié MQL. Donc, fait que là, c'était comme un step de plus. Fait que là, on avait 10 lettres d'intention. Le step d'après, on avait, sur un potentiel de 100 rencontres, 25 qui seraient des clients, des marketing qualified leads, donc des suspects qui potentiellement fortement qualifiés. T'sais. Fait qu'une autre preuve de traction. Mais là, tout ça, pendant ce temps-là, on commence à stimuler le pipeline, dans le fond. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont lancé leur produit au début de cette année. Prototype, très prototype encore, on cherchait des projets pilotes. Mais là, il y a des gens qui avaient commencé à avoir de la traction. Il y en a qui faisait 1 an qui me parlaient. Il y en a qui disaient « Hey, je vous suis depuis un petit bout, c'est intéressant, vous répondez vraiment à un besoin, blablabla. » Puis là, quand on a commencé à les stimuler pour aller chercher des projets pilotes, bien, ça a débloqué plus facilement. Puis là, on a eu 3 projets pilotes qui ont débloqué. Puis on est rendu à 5, je pense, avec ce client-là. 5 projets pilotes payants qui ont débloqué. Puis on a dérisqué le projet pilote. Fait qu'on a dit une première étape, vous allez payer tant, on fait telle affaire. C'est pas encore le full blown de tout le produit. Mais c'est juste pour prouver qu'encore, ben eux, ça leur permet de roder leur produit. Puis pour les actionnaires, ça leur permet de continuer à prouver qu'il y a vraiment une traction parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour une partie de la solution. Qui est peut-être les MVP finalement, on ne sait pas, on est rendu là avec ces clients-là. Fait que ça ne s'applique peut-être pas à ton contexte, mais c'est une façon d'amener de la traction du marché. Qui n'est pas juste quantitative, de dire je fais une étude de marché, il y a 5 millions de personnes, je pense que je vais empoigner 10 puis je suis riche. Ça vous est déjà arrivé que l'étude de marché puis la réalité, ça soit deux? Oui, souvent. Puis c'est, pour être très transparent, c'est le bout qu'il faut qu'on manage le plus avec nos clients actuellement. Parce que ça crée de la déception des fois. On va aller sonder le marché, puis on revient en disant ben on n'a pas senti de forte problématique. T'sais. Mais c'est pas une finalité. Mettons là. C'est ça qui est cool d'être entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas juste une voie. Il ne faut pas que tu vois ça comme une finalité, mais tu te dis, regarde, cette option-là ne marche pas, il y en a peut-être 25 autres à côté. Explorons les autres options. Mais oui, en étude de marché, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est le processus qui est important. T'sais. Merci. Petite dernière. Bonjour. Salut. Donc, moi, je vends de la recherche financière. Donc, j'ai créé des modèles, des algorithmes en 2012 jusqu'à 2015. Puis, je suis plus un chercheur. Et j'ai décidé j'ai rencontré avec le networking un employeur qui dit que tu devrais faire ton projet à l'intérieur de ma compagnie parce que nous, on est plus établis. Donc, c'est ça. Eux, ils existaient, ça faisait 20 ans. Et j'ai décidé de les joindre. Mais finalement,
comment je pourrais dire ça? C'est mon projet cannibalisait un peu ses propres produits. Puis ça marchait pas. Mais à travers sa firme, j'ai vu qu'il y avait vraiment une grosse demande pour mes produits. Donc, j'ai quitté, puis en peu de temps, j'ai ramassé une vingtaine de clients pour les produits que j'avais développés. T'avais pas un non-compete agreement, non? J'avais des non-compete et non-sollicitations, mais j'ai réussi à me les faire annuler avant de quitter. Pourquoi pas? Parce qu'il voulait que je lui donne une faveur, mais j'ai dit, OK, en échange de la faveur, tu vas m'annuler ça. Excellent. Fait que tu as réussi à prouver de l'attraction. À l'intérieur de sa chercher. firme, j'ai réussi à prouver qu'il y avait une demande. J'ai quitté, puis c'est ça. J'ai réussi à faire annuler mes non-competes, puis ça l'a grandi très vite. Là. Fait que tu as comme créé ta business encore après avoir eu des clients, finalement. Après dans le fond, j'ai fait l'étape de discussion avec les clients potentiels à l'intérieur de sa firme, mais évidemment, je ne pouvais rien faire. Cool. Puis c'est ça. C'est super, merci. Oui, rapidement. En résumé, pour toi, c'est quoi les meilleures façons de sonder les clients, justement? Là, vraiment, concrètement, oui, aller leur parler, mais comment? Facebook, des sondages, des... Je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, là, mais il y a quelqu'un qui a dit, qui avait dit « You got to do non-scalable things to scale up », OK? Fait qu'au début, là, il faut que vous fassiez des choses qui ne sont pas scalable, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller sur le terrain, ça veut dire parler à des gens, ça veut dire décrocher. Il faut que vous soyez en face du monde au début. Le quantitatif est bon pour vous donner une idée du marché total, mais la meilleure façon d'aller sonder des gens, c'est d'aller sur le terrain avec eux autres, dans leur réalité, puis de les comprendre. Puis vous n'êtes pas en commercialisation à cette étape-là. Vous êtes en exploration de marché. C'est vraiment d'aller comprendre leur problématique, puis est-ce qu'ils cherchent une solution. Puis dans une conférence que j'ai vue avant-hier, c'était grosso modo ça qu'elle disait pour... Colin, ça m'échappe. Mais c'était vraiment de dire, dans le fond, au début, il n'y a pas de commercialisation. Là. C'est juste, qu'est-ce que vous vivez comme problématique? Est-ce que vous cherchez à faire cette... Cherchez-vous à remplacer cette solution-là? Fait que oui, il y a des gens qui ont des problématiques, mais des fois, ils ne cherchent même pas à la remplacer. Tu sais, comme moi, mettons, là, chez nous, j'ai des moustiques, OK? Mais je ne me suis pas acheté le gros truc au propane là, qui coûte 350$ pour les enlever, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des moustiques. Fait que, cette problématique-là, elle existe, puis elle me gosse, mais pas assez fortement pour que j'achète quelque chose. Fait qu'il faut sonder la problématique, mais il faut comprendre si les gens ils sont en train d'essayer de trouver une solution aussi pour répondre à cette problématique-là. Parce que s'ils ne sont pas en train d'essayer de trouver activement une solution, mais c'est un indice pour eux autres que la problématique n'est peut-être pas assez forte. Mais ça, là, la seule façon de le faire, c'est d'aller voir les gens et de leur parler. Puis le plus humainement possible. Face à face, au début, si tu peux pas au téléphone, ou par Skype, ou par des trucs du genre. Puis tout ce qui est automatisé, tous les trucs non personnels, comme un sondage en ligne, comme une landing page, comme tout ce qui est du marketing automatisé, c'est bon, mais ça va venir plus tard dans votre business. Tu peux sonder des gens aussi comme ça, mais ça ne t'amène pas le qualitatif que tu peux aller chercher en face à face de quelqu'un. Est-ce que ça répond à ta question? Super. Fait que pour conclure, première chose, allez-y pas feeling quand vous lancez une business, c'est la pire affaire du monde, parce que vous êtes la personne la plus biaisée, c'est votre business. Fait que allez chercher des faits sur le terrain le plus vite possible, puis tout le temps, puis basez vos décisions sur des faits que vous avez absorbés sur le terrain avec des objectifs que vous voulez accomplir, que vous avez établis avant d'aller sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas que vous tweakiez la réponse que vous allez entendre sur le terrain en disant « Ah, finalement, c'est bon. » Non, donnez-vous des objectifs d'avance, allez sur le terrain, puis mesurez si vous les atteignez ou non, ces objectifs-là. Pour vous donner une idée, nous, comment on l'a fait, depuis notre création, on a parlé à 916 entités différentes. Ça fait 1 an et demi qu'on est lancé, puis on est rendu à 6621 interactions. Ça sort de mon CRM que j'ai eu avec des suspects, des leads, des clients potentiels. Okay? Puis vous voyez que je suis autrement le gars le plus performant de ma business. Mais tout ça pour dire quoi? C'est qu'on a parlé à énormément de gens. Puis on n'est même pas encore sûr de tout. Fait que c'est normal, là. C'est normal, mais plus vous parlez à des gens, plus vous allez vous diriger dans la bonne direction. Deuxième chose à retenir, allez-y par petite itération. Testez vos idées avec vos clients le plus rapidement possible par petits bouts. Développez pas votre produit pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois. Puis le plus loin que je me suis rendu à date, c'est 5 ans à développer un produit sans parler à personne. Ça n'a aucun sens. C'est sûr que ce que vous avez appris au début, vous risquez de vous en éloigner parce que le marché et les clients vont continuer à évoluer pendant que vous développez votre produit. Fait qu'apprenez à les inclure dans votre développement de produit. Depuis notre création, le nombre d'itérations qu'on a faites,
de nom d'entreprise, de logo, de site web, de flyer, de messages, de type de projet, de cible, de contrat, de CEO, de local. On a spiné au bout. Puis pourtant, aujourd'hui, vous me connaissez comme que je suis là, puis il n'y a personne qui dit « Ah, mon Dieu, ils ont changé 3 fois de site web. » On s'en fout de ça. L'important, c'est d'aller parler à votre monde, puis d'itérer pour trouver la solution qu'ils ont besoin d'acheter le plus vite possible. Cherchez pas le produit parfait, trouvez votre MVP. Un MVP, ce n'est pas un minimum de feature. Un MVP, c'est le minimum viable product que le client va acheter, qui est prêt à sortir de l'argent de ses poches. Ça rejoint ce que tu me demandais tantôt. Plus vite que tu as des ventes, plus vite que tu t'en vas dans la bonne direction. Puis la dernière chose, trouvez des clients qui veulent payer le plus vite possible. Malheureusement, vos chances d'être des licornes sont très faibles. Puis même ces gens-là qui ont des licornes, c'est parce qu'ils ont énormément de traction sur le marché. Fait que trouvez-vous du monde qui veut payer le plus vite possible. Puis si vous n'êtes pas capable de trouver quelqu'un qui veut payer pour, c'est parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup.